2 chiffres ont suffi pour fissurer le calme apparent du Sahel. 1,4 million de carats et une pureté moyenne de 87%. À première vue, ce ne sont que des données techniques, mais sous le volcan Somgand, elles dessinent un gisement si vaste qu'il rebat déjà les cartes du pouvoir mondial sous le regard d'Ibrahim Traoré. Comment un pays longtemps relégué en marge peut-il porter soudain un tel levier sur son propre sol? Derrière ces carats scintillants, c'est peut-être tout le récit de la souveraineté africaine qui se réécrit. La découverte du Somgandais n'a pas seulement ouvert une veine minérale, elle a ouvert une question brûlante. Que fera réellement le Burkina Faso de ce pouvoir inédit? Le pays se retrouve soudain face à un avantage stratégique de 10 à 12 mots, que les analystes qualifient déjà de levier générationnel. Sous la surface, les enjeux s'accumulent. Souveraineté, gouvernance, stabilité intérieure, et surtout, la capacité d'un État jeune à maîtriser une ressource qui peut aussi bien libérer qu'enfermer. Les déclarations officielles promettent transparence et contrôle national, mais une tension implicite demeure. Chaque décision pourrait peser sur plusieurs décennies. Et si la vraie bataille ne se jouait pas dans la roche, mais dans la façon d'en raconter l'usage? Ce qui semblait être une prouesse géologique devient une épreuve politique, un test d'équilibre où chaque mot, chaque concession, chaque silence compte. Les premières données issues des capteurs ont révélé une continuité minérale que personne n'attendait. Une formation si dense qu'elle dépasse de 38% le plus grand gisement connu du continent. Quelques heures plus tard, la confirmation indépendante des laboratoires burkinabés et chinois a transformé cette anomalie en certitude scientifique. Lorsque la nouvelle atteint Ouagadougou, l'information circule à une vitesse inhabituelle. Hélicoptères dépêchés, périmètre sécurisé, communication filtrée, équipe mixte mobilisée autour du Somgand. Sous la supervision méthodique d'Ibrahim Traoré, les géologues décrivent un treillis de carbone cristallisé continu, presque impossible à modéliser selon les outils traditionnels. La découverte ne ressemble pas aux filons fragmentés des anciennes carrières africaines. Elle apparaît comme un réservoir unique, stable, d'une pureté rarement observée, ancrée dans une formation qui remonte à 12 millions d'années. Dans les bureaux de la capitale, la stupeur initiale se mêle rapidement à un besoin d'ordre. Les conseillers rassemblent données, cartes, projections, tandis que les ministères tentent de traduire ce choc en plans d'action cohérents. Les marchés internationaux réagissent aussitôt, spéculant sur l'impact potentiel d'une telle masse sur l'offre mondiale. Mais la réaction locale est d'une autre nature, un mélange de fierté, de prudence et d'interrogation. Les radios relayent des témoignages d'habitants qui voient dans le volcan un signe d'émancipation. Et les universités débattent de la place qu'un tel gisement pourrait offrir à un pays longtemps considéré périphérique. Pourtant, derrière l'effervescence, une contrainte s'impose. Cette découverte ne peut être dissociée de son contexte politique et régional. Le Burkina Faso se situe au croisement d'alliances mouvantes, d'attentes populaires fortes et d'un environnement sécuritaire instable. Exploiter une ressource d'une telle ampleur implique donc une réécriture des priorités nationales, une redéfinition des rapports diplomatiques et un effort technique majeur. C'est ce tissage de facteurs historiques, économiques et institutionnels qui façonnera les premiers pas de cette aventure minérale. Dans les heures qui suivent la confirmation officielle, une figure s'impose comme repère dans l'agitation générale, celle d'Ibrahim Traoré, dont la posture mesurée sert de point d'ancrage à une population traversée par un mélange d'espoir et d'inquiétude. Son apparition télévisée, brève mais précise, rappelle que la découverte n'a de sens que si elle renforce la dignité collective plutôt qu'un simple cycle extractif.
Les propos prononcés, repris dans les marchés et les campus, deviennent rapidement un cadre d'interprétation. Le diamant n'est pas un gain à célébrer, mais une responsabilité à assumer. Les premières répercussions concrètes confirment cette dynamique. Des coopératives rurales, jusque-là marginalisées dans la chaîne économique, reçoivent-ils des délégations de techniciens chargés d'évaluer l'impact logistique d'un futur corridor minier. Les écoles de géologie de Ouagadougou voient affluer des demandes d'inscription, signe d'une jeunesse qui perçoit soudain une possibilité d'avenir à portée de main. Dans certains villages proches du Somgand, les anciens organisent des assemblées pour expliquer aux plus jeunes ce que signifie protéger une ressource que le monde entier convoite. Cet élan, toutefois, ne se déploie pas sans tension. Les rumeurs de propositions étrangères circulent, et les discussions locales oscillent entre enthousiasme et prudence. Des microcas apparaissent déjà. Une commune qui réclame plus de contrôle citoyen sur les terres. Un collectif d'étudiants qui demande la publication immédiate des données non sensibles. Un groupe d'agriculteurs qui s'inquiètent des futurs déplacements. Ces signaux, discrets mais réels, indiquent que l'impact social s'installe avant même que le premier gramme ne soit extrait. Au fond, la question demeure simple. Comment un pays peut-il transformer un choc minéral en cohésion durable? Tout commence par une vibration anormale, à peine perceptible, détectée par un drone de prospection effectuant un relevé de routine. À 9h36, les analyses croisées des satellites confirment une densité minérale si élevée qu'aucun modèle ne parvient à l'expliquer. À midi, un convoi militaire file vers le Somgand. En moins de 4 heures, la zone est sécurisée, les communications filtrées, les premiers prélèvements lancés. À 17h, la nouvelle franchit les frontières. Le plus grand gisement de diamants jamais identifié surgit au cœur du Burkina Faso, déclenchant un afflux immédiat de notes diplomatiques. L'inspection sur le terrain révèle une structure d'une continuité inédite. Les géologues chinois et burkinabés observent une pureté exceptionnelle, au point de remettre en question la fiabilité de leurs instruments. Les carats s'accumulent dans les rapports techniques, et les projections préliminaires dépassent tout ce que les prospecteurs africains avaient déjà recensé. Cette accumulation de données déclenche un basculement dans la capitale. Bureaux allumés, tard dans la nuit, ministères réorganisés, réunions d'urgence et va-et-vient de conseillers. La machine administrative s'ébranle, contrainte de transformer un choc scientifique en architecture décisionnelle. Ibrahim Traoré intervient dès le soir même. La voix est calme, mais ferme. Le discours ne cherche ni l'euphorie, ni la dramatisation. Il rappelle que la ressource n'est pas un trésor, mais une épreuve, et qu'un pays ne gagne en puissance que lorsqu'il maîtrise son propre tempo. Les phrases prononcées deviennent immédiatement des repères. Protéger, organiser, comprendre, décider. Ces mots, déclinés à la radio, dans les marchés et dans les casernes, structurent les premières réactions sociales. La journée suivante amplifie la secousse. Les marchés financiers réagissent en quelques heures, provoquant une hausse spéculative du cours du diamant. Les diplomaties s'activent. Des câbles confidentiels circulent entre Washington, Paris, Pékin et Moscou, chacun tentant d'évaluer les conséquences de ce tremblement minéral. Sur le terrain, l'armée étend le périmètre de sécurité, interdit les drones civils, renforce les postes de surveillance et entame une cartographie détaillée des failles. Ces opérations, menées dans l'urgence, traduisent une conviction. La bataille qui s'annonce ne sera pas seulement géologique, mais politique. Les réactions locales, elles, oscillent entre fierté et interrogation. Dans les marchés d'Ouagadougou, les commerçants discutent de l'impact potentiel sur les prix et les débouchés agricoles. Dans les villages, certains craignent la spéculation foncière, tandis que d'autres y voient une renaissance spirituelle. Les premiers micro-événements se multiplient.
Files d'attente devant les administrations pour des demandes de titres fonciers, débats improvisés dans les universités sur la souveraineté minérale, pétitions citoyennes exigeant la transparence des données. Ce bouillonnement confirme que la découverte, loin d'être un simple fait scientifique, devient un tournant national. Au sommet de l'État, les équipes se divisent entre trois urgences. Comprendre l'ampleur réelle du gisement, anticiper les pressions extérieures et prévenir les fractures internes. Des scénarios sont rédigés, comparés, ajustés toutes les 2 heures. Des envoyés spéciaux étrangers sollicitent des entretiens, mais les audiences sont limitées, révélant une stratégie de prudence. Le gouvernement sait que chaque décision prématurée pourrait offrir un avantage à des acteurs extérieurs mieux outillés. Le fil des événements s'étire. Le Burkina Faso avance, poussé par la nécessité de transformer un choc brut en chemin structuré. Dans un moment où tout peut basculer, l'espoir comme la vulnérabilité. Les premières séries de mesures consolidées offrent un socle solide pour comprendre l'ampleur réelle du phénomène. Les données satellitaires et les analyses de laboratoire convergent autour d'un chiffre central. Près de 4 millions de carats exploitables, une valeur qui impose une révision immédiate des modèles économiques régionaux. Ce volume exceptionnel, souvent cité avec prudence par les experts, représente un seuil rarement atteint dans l'histoire minière moderne, car il modifie simultanément l'offre potentielle et les anticipations stratégiques des grands acheteurs. Un second indicateur clé retient l'attention. Une pureté moyenne de 97%. Un niveau qui dépasse la plupart des gisements connus et qui réduit considérablement les coûts de transformation pour toute industrie locale émergente. Cette caractéristique, plus qualitative que quantitative, accroît la valeur réelle du gisement en limitant les pertes liées aux sauteries et aux opérations techniques préliminaires. Enfin, les modèles géologiques indiquent une formation remontant à environ 12 millions d'années, signe d'un processus tectonique d'une régularité rare. Cette ancienneté permet aux équipes de planification d'anticiper une stabilité structurelle du gisement et d'estimer des zones d'extension plausibles, sans recourir à des forages massifs. Autour de ces 3 mesures, volume, pureté, ancienneté, s'articule l'essentiel du travail d'expertise qui doit guider les décisions politiques. Les conseillers économiques croisent ces chiffres avec les scénarios énergétiques, les capacités d'exportation et les besoins en infrastructure. Dans les bureaux de la présidence, des tableaux lumineux affichent projections, marges, schémas, tandis que les équipes simulent divers rythmes d'exploitation pour éviter un afflux soudain sur le marché international. Ibrahim Traoré intervient à plusieurs reprises dans ces réunions techniques. Il insiste sur un point. La donnée n'a de valeur que si elle oriente une stratégie stable et souveraine. Le président rappelle que tout pays qui s'appuie trop vite sur une ressource brute s'expose à une dépendance cyclique, surtout dans un environnement où les puissances rivalisent pour contrôler les matières stratégiques. Chaque paramètre doit donc être interprété dans une perspective de long terme, et non dans une logique d'exploitation immédiate. Les économistes nationaux proposent 3 options de valorisation fondées sur les chiffres disponibles. La première repose sur un mécanisme de vente progressive, étalé sur plusieurs années, afin de maintenir un prix moyen stable tout en finançant les infrastructures essentielles. La deuxième privilégie une transformation locale précoce, qui permettrait d'accroître la valeur ajoutée interne, même si les volumes d'exportation diminuent temporairement. La troisième mise sur une alliance régionale, combinant capacité technique et corridors logistiques, dans le but de renforcer la négociation collective face aux acteurs extérieurs. À l'international, les institutions financières réagissent avec prudence. Certaines y voient l'occasion d'un rééquilibrage économique régional. D'autres redoutent une instabilité politique en cas de mauvaise gestion des flux. Dans les chancelleries, les experts comparent les modèles africains déjà existants et analysent les risques d'un afflux soudain de capitaux. Le marché du diamant, lui, ajuste ses courbes sans effervescence excessive, mais
avec une attention soutenue. Pour le Burkina Faso, cette phase d'interprétation constitue un moment déterminant. Les chiffres n'expliquent pas tout, mais ils dessinent les contours d'un choix national. Transformer une donnée brute en trajectoire durable. Et dans cette équation, la précision scientifique devient la première pierre d'une stratégie qui devra résister au temps autant qu'aux pressions. Deux visions opposées structurent désormais le débat autour du SOMGAND, chacune s'appuyant sur des arguments solides et difficilement évitables. Les partisans de l'ouverture internationale avancent que la gestion d'un gisement d'une telle ampleur dépasse les capacités techniques d'un État encore en consolidation. Pour eux, capitaux étrangers, technologies avancées et réseaux logistiques mondiaux représentent les seuls leviers capables de transformer rapidement la richesse minérale en croissance mesurable. Ils rappellent, chiffres à l'appui, que l'intégration précoce aux circuits globaux garantit un rendement supérieur et limite les risques de stagnation industrielle. Face à ce premier bloc argumentaire, la position souverainiste se construit avec la même rigueur. Ses défenseurs soulignent que chaque ressource africaine exploitée sans contrôle local a souvent engendré dépendance, fragmentation et perte d'expertise sur plusieurs générations. La véritable valeur, affirme-t-il, réside dans la compétence nationale. Former des ingénieurs, bâtir des chaînes de transformation, maîtriser l'information stratégique et éviter la fuite de savoir-faire. Leur thèse centrale repose sur un constat simple. Une nation incapable de contrôler la valeur de son propre sol ne peut prétendre à une souveraineté durable. Ibrahim Traoré se trouve à la jonction de ces deux raisonnements. Il reconnaît la pertinence des analyses libérales, l'accélération économique potentielle, la modernisation rapide, la possibilité de négocier des partenariats, techniques avantageux. Il admet également la justesse des arguments souverainistes, l'importance de l'autonomie, la nécessité de renforcer les institutions, la protection contre les déséquilibres induits par une dépendance externe. Dans les réunions fermées, sa ligne se précise: accueillir les coopérations, mais refuser tout mécanisme qui transférerait la maîtrise du gisement à des intérêts extérieurs. L'exercice de conciliation n'a rien d'abstrait. Il s'agit de définir un modèle hybride où l'expertise internationale agit comme levier et non comme tuteur, où les revenus sont redistribués sans fragiliser le tissu social, où la vitesse de transformation ne compromet pas la capacité de décision future. Les observateurs étrangers saluent cette approche nuancée, tandis que les institutions locales y voient un chemin étroit mais praticable. Le pays, pris entre prudence et ambition, avance ainsi vers un équilibre fragile, conscient que le moindre dérapage pourrait compromettre l'ensemble du projet minéral. Un basculement silencieux survient. Sous les diamants, les équipes géologiques détectent des couches minérales inattendues, d'une densité et d'une composition encore instables, qui pourraient contenir des éléments stratégiques essentiels aux technologies de pointe. Cette découverte intermédiaire ne bouleverse pas seulement les projections économiques, elle redéfinit le périmètre même de la souveraineté que le Burkina Faso cherchait à consolider. Les rapports internes, transmis aux conseillers scientifiques, évoquent une zone grise du sous-sol dont les usages potentiels dépassent le seul marché du luxe. Et c'est dans cette atmosphère d'incertitude que les discussions s'intensifient autour d'Ibrahim Traoré. Les implications géopolitiques deviennent immédiatement plus complexes. Une ressource nouvelle, non encore normée, échappe aux mécanismes de régulation classiques, créant un espace où se mêlent opportunités industrielles et risques stratégiques. Les diplomaties étrangères, déjà attentives au Kara, redoublent d'intérêt pour ces minéraux émergents, perçus comme des leviers décisifs dans la course aux technologies avancées. Dans les cercles nationaux, la prudence domine. Toute annonce prématurée pourrait déclencher une pression internationale incontrôlable. Ce point médian marque ainsi un changement de dimension. Le pays comprend que la bataille à venir ne se jouera plus seulement sur la valeur visible du diamant, mais sur ce que cache la profondeur minérale du SOMGAND. Les répercussions de la découverte du SOMGAND
s'étendent désormais à l'ensemble du pays, et bien au-delà, touchant 4 dimensions majeures dont l'évolution déterminera la stabilité future du Burkina Faso. Ici, la réflexion se poursuit de manière naturelle. Les institutions entrent dans une phase d'adaptation rapide. Les administrations doivent intégrer de nouvelles responsabilités, analyser le sous-sol, gérer les titres fonciers, renforcer les contrôles et structurer une base de données minières cohérente. Les universités révisent leurs programmes pour former des spécialistes capables de suivre l'exploitation. Dans les médias, les débats se multiplient autour de la manière dont l'État doit transformer cette richesse en moteur public. Ici, la réflexion se poursuit de manière naturelle. Le tissu économique national se réorganise. Certaines sociétés locales envisagent des services liés à la logistique minière, tandis que d'autres réfléchissent à créer des pôles de transformation. Sur les places de Dubaï, d'Anvers et de Londres, la volatilité du diamant augmente à mesure que circulent les premiers rapports sur la pureté du gisement. Plusieurs négociants internationaux tentent déjà de prendre contact avec les autorités, espérant obtenir un accès anticipé. Ici, la réflexion se poursuit de manière naturelle. Dans les villes comme dans les campagnes, la découverte ravive un sentiment collectif d'espoir. Les discussions portent sur la formation, les débouchés et les modèles de redistribution possibles. Des assemblées locales s'organisent pour évoquer l'usage des terres ou les impacts futurs des infrastructures. Des collectifs citoyens réclament davantage de transparence afin de s'assurer que les bénéfices profiteront réellement au plus grand nombre. Ici, la réflexion se poursuit de manière naturelle. Les voisins sahéliens, Niger, Mali, Tchad, réagissent immédiatement en lançant des audits miniers, espérant consolider une stratégie commune face aux grandes puissances. Les diplomaties occidentales et asiatiques réévaluent leur position, conscientes qu'un nouvel acteur stratégique vient d'émerger. Ibrahim Traoré adopte une ligne prudente, ouverture à la coopération, mais sur la base d'une autonomie réelle. Ainsi, l'impact du Somme-Gandé dépasse largement les Kara. Il redéfinit les rapports de force régionaux. 3 trajectoires se dessinent pour les 12 mois à venir, chacune reposant sur les mêmes données géologiques, mais entraînant des dynamiques radicalement différentes. Le défi consiste à anticiper ces chemins sans leur attribuer de probabilité fixe, car l'évolution dépendra autant des choix politiques que des réactions internationales. Dans les cercles de réflexion du palais présidentiel, les équipes de planification élaborent des schémas qui combinent flux miniers, gouvernance, alliance et résilience institutionnelle, conscients que le moindre retard peut déplacer l'ensemble de l'équation. Ibrahim Traoré suit ces travaux de près, demandant que chaque scénario inclue des garde-fous contre la pression extérieure et les déséquilibres internes. Ici, la réflexion se poursuit de manière naturelle. Les autorités poursuivent une exploitation contrôlée du gisement, assortie de quotas destinés à éviter les fluctuations abruptes du marché. Les infrastructures de transformation commencent à émerger, et les alliances régionales se renforcent progressivement autour d'axes techniques et logistiques. Les revenus miniers alimentent les secteurs prioritaires, éducation, santé, énergie, tout en soutenant un cadre institutionnel encore fragile. Ce scénario mise sur la continuité, en privilégiant la lenteur stratégique plutôt que l'expansion rapide. Ici, la réflexion se poursuit de manière naturelle. Le Burkina Faso formalise avec ses voisins un consortium minier sahélien dotant la région d'un pouvoir de négociation inédit. Une agence commune de certification et de traçabilité voit le jour, attirant l'attention de nouveaux partenaires internationaux prêts à investir dans la transformation locale. Les chaînes de valeur commencent à se régionaliser, réduisant la dépendance en circuits extérieurs et créant un pôle industriel en croissance rapide. Dans une telle configuration, le pays devient un modèle d'intégration souveraine, où la coopération ne contredit pas l'autonomie. Ici, la réflexion se poursuit de manière naturelle. Les tensions internes s'accentuent, nourries par la spéculation foncière, la compétition administrative et les tentatives d'ingérence étrangère.
Les institutions peinent à absorber les pressions, entraînant une perte de visibilité stratégique et une multiplication de décisions contradictoires. Les revenus, mal répartis, cessent d'alimenter les secteurs essentiels, affaiblissant la cohésion sociale et dégradant la confiance publique. La fragmentation s'installe alors comme trajectoire plausible, annulant l'élan initial. Au milieu de ces trois issues possibles, une recommandation émerge. Raisonner en termes de conditions plutôt qu'en termes de promesses. Si les garde-fous institutionnels, la transparence des flux et la coopération maîtrisée restent au centre des décisions, le pays pourra éviter les dérives et consolider la dynamique ouverte par le Somgand, dans les rues d'Ouagadougou comme dans les villages éloignés. La découverte du Somgandais agit comme un révélateur intime, transformant peu à peu la manière dont chacun se projette dans l'avenir. Les conversations quotidiennes glissent en fait du registre de l'incertitude vers celui de la participation. On discute de formation, de projets locaux, de ce que les écoles et les coopératives pourraient devenir si les revenus miniers étaient bien utilisés. Ce mouvement social reste fragile, mais il se manifeste déjà dans des gestes concrets. Des enseignants qui révisent leurs programmes, des jeunes qui envisagent de rester au pays, des familles qui réorganisent leurs priorités. Chez les populations urbaines, l'effet le plus visible est la réappropriation de la compétence. Les étudiants se rassemblent autour de projets scientifiques, convaincus que la maîtrise des ressources passe par la maîtrise du savoir. Des associations citoyennes lancent des débats ouverts sur la gouvernance minière, cherchant à comprendre comment une richesse si massive peut réellement servir le bien commun. Cette dynamique crée un espace où se mêlent attente et vigilance, révélant une maturité civique qui s'affirme au fil des semaines. Dans les zones rurales, la résonance est différente, mais tout aussi profonde. Les anciens parlent du volcan comme d'un signe que la terre n'a pas abandonné ses enfants, et les cérémonies locales s'adaptent pour intégrer ce récit nouveau. Les agriculteurs s'interrogent sur les transformations à venir, routes, déplacements éventuels, emplois, tout en espérant que la prospérité annoncée ne se fera pas au détriment de leurs terres. Cette sensibilité ancrée dans la mémoire communautaire rappelle que la richesse matérielle ne peut être dissociée de l'équilibre social. Au final, ce qui se joue ici dépasse la seule exploitation minière. C'est une redéfinition du rôle de chacun dans le futur du pays. Pour transformer la découverte du Somgandais en trajectoire durable, les autorités burkinabées élaborent une feuille de route articulée autour de 5 étapes successives, chacune pensée pour consolider les fondations institutionnelles et techniques du pays. La première étape consiste à ancrer la maîtrise scientifique. Avec la montée en puissance de l'Académie nationale des mines, chargée de former une génération d'ingénieurs spécialisés en géologie, robotique et analyse des matériaux critiques. Cette structuration vise à garantir que le savoir ne dépende plus de compétences importées, mais se construise depuis le territoire. La deuxième étape porte sur la gouvernance, avec la création d'une agence de régulation indépendante, capable de suivre les flux, valider les concessions et contrôler la traçabilité des opérations. Son fonctionnement repose sur une double signature, État et comité citoyen, pour réduire les risques de capture institutionnelle. La troisième étape s'appuie sur la coopération régionale, car les corridors logistiques et les capacités de transformation ne peuvent être consolidés sans alignement technique avec le Mali et le Niger. Ibrahim Traoré insiste ensuite sur une quatrième étape, la durabilité environnementale. Une partie des revenus doit financer la reforestation, la protection des sols et la gestion des bassins hydriques, afin que la prospérité ne compromette pas les écosystèmes locaux. Cette exigence environnementale complète l'architecture minière plutôt qu'elle ne la freine. Enfin, la cinquième étape concerne la connaissance ouverte. Les données géologiques non sensibles seront publiées pour encourager la recherche et la collaboration entre universités africaines. Ce choix, perçu comme une rupture stratégique, vise à créer un avantage collectif plutôt qu'une accumulation isolée. Ainsi se dessine un cadre où technique, souveraineté et responsabilité avancent
ensemble, étape par étape. Au crépuscule d'une année bouleversée, le Somgande n'est plus seulement le lieu d'une découverte minérale. Il est devenu un repère collectif, un point où mémoire et projection se rejoignent. Lors d'une cérémonie sobre tenue au pied du volcan, Ibrahim Traoré évoque la première nuit où les capteurs ont révélé l'impossible, rappelant que le véritable enjeu n'était pas la richesse, mais la capacité d'un peuple à ne pas s'y perdre. Les habitants présents, qu'ils viennent de la capitale ou de villages lointains, entendent dans ces paroles une continuité avec les premiers jours. La terre n'a offert un secret que pour être protégée et non marchandée. Dans cette atmosphère dense, les récits initiaux refont surface. La stupeur des scientifiques, l'effervescence des marchés, les débats citoyens, comme autant de fragments maintenant liés par une compréhension plus profonde. Le diamant n'est plus une promesse abstraite, mais un rappel constant que la dignité se construit dans la durée. La souveraineté commence toujours dans un geste lucide. Le vent du Sahel traverse les pentes du volcan, portant avec lui l'idée que l'avenir n'est jamais figé. Ce moment de calme partagé scelle la conviction qu'une nation peut grandir sans renier son âme, même face à une découverte capable de redessiner un continent.